hein, parce qu'on voit Christian en fait a filmé toute sa vie. Donc en fait le film repose aussi beaucoup sur d'images d'archives qui ont été complétées par bien sûr les images. Comment finalement ça s'est décidé il y a 4 ans? Est-ce que ça a été un coup de cœur? C'est vrai qu'on aimerait bien en savoir un peu plus. Alors déjà on se connaissait depuis longtemps, enfin on se connaissait depuis 16 ans, puisque je l'ai rencontré à Phnom Penh dans un cadre un petit peu différent, parce que faire du cinéma c'était pas mon premier métier. Avant je faisais de l'hôtellerie. Et je travaillais sur des projets de formation hôtelière, mais dans des cadres humanitaires, en fait, associatifs. Donc j'ai fait ça 3 ans au Vietnam. Et ensuite, j'ai travaillé sur un projet, une étude pour un projet d'école hôtelière pour accueillir les jeunes issus des différentes ONG de Phnom Penh pour leur donner un métier. Et ça correspondait au moment où Christian et Marie-France se posaient la question justement sur la formation professionnelle. Donc je l'ai rencontré dans ce cadre-là. Mais c'est un moment aussi où moi, c'était un peu un moment charnière, je voulais changer de métier, j'aimais le cinéma depuis longtemps, et je me disais depuis longtemps qu'un jour, j'en ferais mon métier. Et je ne me voyais pas du tout revenir à Paris, travailler dans un hôtel. Et donc, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'un film de communication, parce que, comme vous avez vu, chaque année, ils faisaient une tournée en camping-car, et pour faire cette tournée, ils avaient besoin d'un support pour sensibiliser le public français. Et je leur ai proposé mes services. Donc ils ont accepté, je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie devant une table de montage avec Christian, et je me suis retrouvé aussi une nuit à filmer des images sur la décharge, qui sont en fait les toutes premières images du film que vous avez vu, et où voilà, c'est la première fois que je suis venu en fait sur cette décharge en accompagnant Christian, en voyant ce spectacle assez épouvantable. Et donc, ce film a servi à la tournée en 2001. Et ensuite, j'ai créé ma société de production et j'ai fait des films pour la télévision et des films institutionnels. Et je suis revenu vers lui en 2003 pour faire un film pour France 5, un film documentaire de 52 minutes et qui a été diffusé en 2005 sur France 5. Mais c'est un film qui m'a toujours laissé un petit goût de trop peu, parce que voilà, c'était un film un peu plus didactique, qui était vraiment destiné à la télévision. Et en voyant le projet ensuite, en restant amis, et en voyant le projet prendre cette ampleur-là, je me posais vraiment la question savoir si fallait en faire quelque chose de plus grand. Je savais que Christian et Marie-France vieillissaient, Christian n'était pas en très bonne santé, etc. Donc il y a un moment où je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Et je suis allé les voir il y a 4 ans, donc, en leur proposant ce projet de film pour le cinéma. Et ils m'ont dit oui, mais tu parles pas de nous, tu parles des enfants. Et je leur ai dit, c'est un peu difficile parce que vous êtes quand même à l'origine de l'histoire. Et puis, bien sûr, je vais parler des enfants, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de parler de votre lien que vous avez réussi à instaurer avec ces enfants-là, un lien affectif, un lien d'amour, un lien familial, et sur lequel se bâtit finalement tout ce projet-là. Le succès de ce projet-là est entièrement bâti sur la question du lien. C'est ce qui fait aussi le projet très spécifique, en fait. Et je voulais raconter ça. Voilà, donc on a discuté. Christian et Marie-France, ils ont toujours eu un rapport avec les médias compliqué, parce que pour eux, ça a toujours été la priorité, c'était les enfants. Donc s'il fallait donner une image de PSE, il fallait donner d'abord l'image de ces enfants-là. Et donc, ils n'avaient pas du tout envie d'être sous les feux des projecteurs, etc. Donc, il y a beaucoup de gens, de cinéastes, de journalistes, etc., qui sont passés par PSE, mais qui sont repartis sans rien. Et en fait, voilà, nous, on se connaissait depuis longtemps, on a beaucoup parlé, et finalement, le projet s'est fait. On a commencé il y a 4 ans, et il est sorti, là, il y a un peu plus d'une semaine, sur les écrans en France, ce qui est quand même un petit miracle. Oui, c'est un petit miracle, parce que pour avoir été un petit peu au début de cette aventure cinématographique, comment ça s'est passé en fait au début? Est-ce que ça a été facile pour vous de trouver les moyens? Comment vous avez trouvé l'équipe? Comment voilà, vous êtes organisé? Parce que c'est aussi un miracle d'arriver à la fin d'un film et d'en faire quelque chose d'aussi beau. Oui, alors ce qui est très compliqué en fait pour le film documentaire, c'est que pour ceux qui connaissent un petit peu, au démarrage tout passe par l'écrit.
en fait. Et il faut faire un dossier, il faut raconter par écrit ce qu'on veut faire. Et moi, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire. Et pour vous dire, ce film-là, je l'ai fait pour plusieurs raisons. C'est d'une part, parce qu'évidemment, j'étais tout à fait admiratif de ce projet, cette histoire que je trouvais passionnante et utile aussi à connaître. Mais aussi parce que, comme vous l'avez dit, il y avait des images d'archives. Ça, c'est quelque chose d'unique en fait, dans un projet comme ça. Comme il avait besoin d'images pour sensibiliser le public français, il a commencé à tourner en 1996. Ça correspondait d'ailleurs à la première apparition des toutes premières caméras numériques. Voilà. Et elles sont apparues en 1995 par là, je crois. Et donc lui, il s'est saisi de ces nouveaux instruments, ces nouvelles caméras pour communiquer. Donc depuis 1996, j'avais des images et je pouvais raconter tout mon film en images. Donc je ne voulais pas rentrer du tout dans un langage didactique. Et ce qui m'intéressait dans ce projet-là, et ce qui est en fait ce qu'on ressent quand on va sur place, c'est le langage émotionnel. C'est-à-dire que je voulais faire un film dont le langage soit avant tout sensoriel. Et c'est pour ça que je voulais un film de cinéma. Pourquoi ? Parce que dans un Christian et Marie-France, quand on parle humanitaire, associatif et tout, on y voit souvent un peu de bons sentiments, un peu de naïveté, etc. etc. Or, Christian et Marie-France, ils ne se sont jamais engagés dans ce projet-là pour une question de morale, ou pour une question de discours, ou pour une question d'idéologie, ou pour une question d'analyse. Jamais. Ils se sont engagés pour une seule raison, c'est une question émotionnelle. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés sur cette décharge, le choc émotionnel a été tellement fort, a été tellement intense, cette vision était tellement horrible qu'ils se sont dit on ne peut pas être pareil avant qu'après, suite à avoir vu ce spectacle-là. Voilà. Donc ils ont déposé leurs valises, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient en France, ils se sont séparés de tout, ils sont investis au Cambodge. Mais donc c'est suite à un choc émotionnel intense. Et donc mon langage, moi que je voulais adopter pour ce film-là, c'est le même langage. C'est-à-dire que je voulais vraiment faire ressentir au spectateur, j'espère que vous l'avez ressenti, mais faire ressentir au spectateur la raison émotionnelle pour laquelle on peut s'engager dans un projet comme celui-ci. Et donc, faire ressentir ce choc émotionnel, mais pas forcément le choc émotionnel négatif, qui a été le déclic, le point de départ, mais aussi le choc émotionnel positif, qui représente l'énergie, la force. C'est-à-dire que Christian et Marie-France, ils ont eu le courage, l'énergie, parce qu'il a fallu se battre, surtout au tout début, face à des montagnes, puis dans des situations d'horreur, hein, véritablement. Pour trouver la force et l'énergie, il faut avoir un retour sur investissement. Et ce retour sur investissement, c'est quoi ? C'est le sourire des enfants. Que ça. Et donc, c'est le retour joyeux, heureux de ces enfants qui accèdent à la joie, au bonheur extrêmement rapidement quand on leur apporte ne serait-ce qu'un tout petit rien. Voilà, donc je voulais que ce film-là adopte ce langage-là avec cette espèce de courbe qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui est une courbe sinusoïdale et qui est une courbe émotionnelle qu'on ressent véritablement quand on est sur place. On n'est jamais sur une courbe émotionnelle linéaire. On est toujours en train de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Pour finalement, à la fin du film, monter, parce que le film est quand même évidemment porté essentiellement sur la question de l'espoir. Donc allez expliquer tout ça dans un dossier que vous présentez à des commissions de financement. Je vous souhaite bon courage. Oui, donc le début, est-ce qu'à ce stade-là, vous avez envie de partager vos ressentis par rapport à ce que vient de dire Xavier sur le côté, voilà, est-ce que vous avez ressenti cette dimension de cœur, émotionnelle? Est-ce que vous avez envie de partager avec nous des choses ou on continue d'écouter? Alors, il y a un micro qui arrive à vous. Voilà. Ce que je trouve très beau dans votre film, c'est l'authenticité des sentiments. C'est-à-dire quand on voit déjà ce couple qui effectivement s'exprime avec beaucoup de simplicité, sans jamais se regarder, à vrai dire toujours regarder l'enfant. Hein, alors quand ils se regardent, ils sont émus l'un et l'autre de ce qu'ils vont dire. Et je trouve que vous avez rendu cette authenticité également dans ces images d'enfants qu'on voit, qui ont été traversées par la souffrance, mais qui, par un regard d'amour, sont complètement transfigurées. Un grand merci. D'autres personnes qui souhaiteraient
partager. Alors peut-être, moi j'ai envie de savoir comment ça s'est passé concrètement quand vous êtes arrivé. Vous avez tourné en plusieurs étapes, je crois, ce film. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé avec l'équipe? Alors j'ai peut-être envie de vous poser la question à Xavier, mais aussi à l'équipe, comment Jérôme Krummenacher et Noël Moreau sont arrivés dans cette fameuse aventure? Comment ça s'est passé peut-être? Jérôme raconte, ou Noël? Non, je sais pas, Chaud. Chaud, Il faisait très chaud. Il fait 40 degrés. On tourne juste la première fois au mois de juin, juste avant la période des pluies, c'est-à-dire la mousson, il fait 99% d'humidité, il fait 40 degrés à l'ombre, hein. Ouais. On dégouline, mais par contre, on est dans un endroit qui est merveilleux. Non, c'est vrai, moi, j'avais jamais été au Cambodge. Moi, je connaissais, j'avais déjà fait un film là-bas, c'est formidable. Mais... Ouais, et la chose incroyable, c'est de rencontrer Christian Aimé France grâce à donc, Xavier, c'est vrai. Ouais. Parce qu'on se dit toujours, enfin moi je dis toujours que je pense que je ne rencontrerai plus jamais deux personnes comme ça, quoi. C'est exceptionnel. Oui, enfin, j'espère en tout cas que le film vous rend ces deux personnes qui sont quand même sacrément exceptionnelles, parce que bon, ils ont 80 ans à l'époque à laquelle on a tourné, à peu près, un peu moins, avec une énergie folle, mais folle à 80 ans, comme s'ils en avaient une vingtaine, quoi. Bon, Marie-France est encore en vie, elle s'occupe pas de tout, mais c'est vrai, elle est consultée par tout le monde à l'intérieur. Enfin, quand on tournait là-bas, enfin, je sais pas maintenant, parce que c'était il y a deux ans, un peu plus de 2 ans, non? Elle est consultée sans arrêt, sollicitée, et elle a une vitalité, une pêche incroyable. Ça c'est vrai que pour nous, c'est une expérience géniale, hein. Enfin, je sais pas ce qu'en pense. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir dans le film, c'est très bien monté et très bien représenté, c'est la diversité des gens, enfin le sourire, la diversité des élèves et des choses comme ça. Et après, moi, ce que j'adore, ce qui prouve vraiment la diversité, c'est au moment où ils font le défilé de mode. Nous, on s'est fait surprendre par c'était vraiment une anecdote. On était en train de tourner, on faisait des choses avec des enfants, et tout d'un coup, on entend la musique à fond dans un hangar à côté. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ça me gênait, moi qui fais le voilà. son. Bon, il va falloir qu'on coupe la musique, si on ne peut pas continuer à tourner, quoi. Et Xavier est parti voir, il dit, attendez, il y a un truc génial. On n'a pas pu tourner parce qu'on n'était pas prêt, on ne s'était pas du tout préparé. Xavier l'a tourné par la suite dans un autre voyage. Et moi, ce que j'aime, c'est que c'est cette image au Cambodge, apprendre à faire un défilé de mode juste pour que les gens aient confiance en eux. Voilà, ça explique tout, quoi. C'est vraiment ça. Alors j'avais une question parce qu'on voit en fait, vous avez sollicité les élèves, en fait, une certaine partie des élèves de l'école a aussi, puisqu'il y a l'école du cinéma. Voilà, alors vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, comment déjà vous avez été accueillis par les enfants. Ce qu'il faut dire, c'est que Christian, depuis toujours, hein, enfin, je crois, vu le nombre d'appareils photo, de caméras qu'il a accumulé au cours du temps, et la DVD Tech, et une DVD Tech totalement délirante dans leur appartement qui fait que une trentaine de mètres carrés en plein milieu de Phnom Penh, et donc du site PSE, a créé il y a 5 ans. Il a eu une envie, comme il a eu des envies toute sa vie, je pense, hein, de créer une école de cinéma. Et une école de cinéma avec des jeunes issus de la décharge, hein, donc, ou pas que de la décharge, mais des rues, hein, et qui sont devenus nos assistants pendant le tournage, hein, qu'on voit tout dans le générique, on les voit pas à un moment remis en scène quand il y a toute la séquence des métiers. Hein. On voit la séquence des métiers où ils font du karaté. Bon, ça c'est une mise en scène. Hein. Bon, ça par contre, c'est Xavier, évidemment, qui fait ça. C'est très réussi, super. C'est super ce passage-là. Mais c'est vrai qu'ils habitent une maison, enfin, on ne s'en rend pas du tout compte, mais le site est gigantesque, PSE, et eux, ils habitent une toute petite maison qui doit faire, une quarantaine de mètres carrés au sol. Et au-dessus de chez eux, au premier étage, il y a l'école de cinéma, dans lequel il y a tout un bordel de projecteurs, de câbles, d'ordinateurs. C'est un peu grand n'importe quoi. Enfin, pour nous, vu d'ici, alors que c'est parfait pour eux, et justement, ils apprennent. Et il y a à peu près une trentaine d'élèves, à peu près, c'est ça, je crois, par an. Et en fait, effectivement, alors ça, c'est plus Xavier qui a un peu organisé ça avec Christian, je crois, de faire en sorte que
la société de production s'associe avec l'école pour qu'il y ait un échange. Donc ça, je passe à... C'est plutôt Xavier qui... Oui, non, mais ce qui est assez incroyable, c'est que, non, effectivement, Christian a eu des rêves de toute sa vie, et l'école de cinéma a été un de ses derniers rêves. Et donc, à 77 ans, alors déjà, c'est quand même cette histoire et un bel encouragement pour tout le monde, parce qu'à 60 ans, vous pouvez démarrer un projet qui prend cette ampleur-là. Il m'a dit une fois, devant une bière à 6h du soir, il m'a dit « Tu te rends compte, Jérôme, j'ai trouvé ma vocation à 60 ans. » Mais c'est vrai, il avait, bon, vous l'avez peut-être compris, il était ingénieur chez IBM, et c'était pas sa passion, hein. Bon, il a fait toute sa carrière chez IBM, mais c'était pour faire vivre sa famille. Mais ses projets, c'était autre, c'était les voyages qu'il a fait avec ses 4 enfants à l'autre bout du monde, et puis ça a été ce projet-là qu'il a démarré à 60 ans. Et à 77 ans, il s'est dit, je vais créer une école de cinéma. Parce qu'en fait, au Cambodge, qui avait quand même une certaine tradition du cinéma, avant la période Khmer Rouge, elle a été complètement anéantie. Et le Cambodge ne s'est jamais vraiment relevé sur le plan cinématographique, c'est en train de se faire. Mais donc, il n'y avait pas d'école de cinéma. Donc, Christian, à 77 ans, il s'est dit, je vais créer la première école de cinéma au Cambodge. Et c'est le cas. Et en plus, c'est une première école de cinéma, effectivement, avec des élèves qui viennent d'une décharge et qui viennent de la rue, quoi. Donc il faut être assez ambitieux pour ça. Mais c'est une école aujourd'hui qui est reconnue par le ministère de l'Éducation, par le ministère de la Culture. Et là, il y a une discussion qui est en train de se créer entre le centre Bopana, qui a été créé par Ritipan, pour ceux qui connaissent, et le ministère de la Culture et l'école de PSE pour créer ensemble en fait une espèce d'entité qui sera l'école nationale du cinéma de Cambodge. Mais ça part de PSE. Et donc, quand j'ai proposé le projet à Christian, il m'a dit tu vas tourner avec l'école de cinéma, dis-moi. Oui, je crois que je n'ai pas le choix. Donc, non, mais ça m'arrangeait bien parce que c'était en plus un projet qui était compliqué à mettre en œuvre, et le fait qu'il y ait des équipements, du matériel sur place, ça facilitait la tâche. Et puis travailler évidemment avec les élèves sur ce projet de film qui allait raconter leur propre histoire, c'était évidemment fabuleux, quoi. Voilà, donc Jérôme et Noël sont venus avec moi pour s'associer avec les enseignants et les élèves pour démarrer le tournage. Oui, je crois que ce qui est très fort, c'est qu'on voit bien dans le film à quel point l'équipe là-bas locale assure. C'est vrai qu'on sent vraiment un encadrement. Alors maintenant, bien sûr, la question qui peut-être est posée aujourd'hui, 2 semaines après le décès de Christian, c'est est-ce que l'avenir de ce centre, l'avenir, on voit qu'il y a une équipe là-bas locale qui est vraiment professionnelle, organisée, etc. Mais on comprend aussi à travers le film que ce qui est vital, c'est le financement. Et que le financement est assuré par le parrainage. Donc comment vous entrevoyez l'avenir et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, ici en France? Alors, déjà, Christian et Marie-France sont inscrits dès le début, dès la charte de départ qui a été écrite, que l'école sur place devait impérativement être dirigée par des Cambodgiens. Donc ça fait très longtemps en fait qu'ils ont mis des équipes en place, qu'ils ont formé des professeurs, formé aussi la direction, pour que tout le staff, toute la direction là-bas sur place soit cambodgienne. Il y a à peu près 650 employés et ils sont tous cambodgiens. Alors vous avez après des intervenants français qui viennent régulièrement parce qu'il y a des besoins de formation, des audits, etc., etc. Mais la direction est cambodgienne. Et puis vous avez un conseil d'administration en France, parce que la plupart des financements, effectivement, proviennent de la France. Donc vous avez un conseil d'administration qui gère la transparence de l'utilisation de ces fonds et qui font aussi une surveillance de la gouvernance de l'école. Voilà, donc c'est une très belle collaboration. Maintenant, le fait que Christian s'en aille, en fait, Christian et Marie-France, ça fait déjà plusieurs années qu'ils n'ont plus de rôle directement dans la direction. Christian s'est investi beaucoup sur son école de cinéma. Et Marie-France, en fait, elle s'investit beaucoup sur le recrutement des élèves. C'est-à-dire que
elle veille à une équipe sociale qui circule dans toute Phnom Penh et qui accueille des enfants. Alors vous l'avez vu, la décharge à ordures a fermé en 2009. Donc il y a une autre décharge qui a ouvert 13 km plus loin. Mais la plupart des enfants aujourd'hui viennent de familles de chiffonniers qui continuent de chercher les ordures dans la ville. Et puis aussi des familles, il y a des poches de pauvreté extrême un peu partout dans Phnom Penh. Donc vous avez l'équipe sociale qui circule pour repérer les familles, faire des enquêtes auprès des familles pour savoir quel est leur niveau de pauvreté et les accueillir. Et donc Marie-France, elle surveille ça. Voilà, elle surveille que les enfants qui sont accueillis sont bien des enfants issus de familles qui sont dans une situation de pauvreté extrême. Mais à part ça, tout le reste, c'est géré par les Cambodgiens en association avec le conseil d'administration en France. Donc, Christian est parti, Marie-France continue à ce qu'elle a à faire, mais le projet va perdurer. Il n'y a pas de raison que ça change forcément grand-chose. Après, Christian, aussi avant son départ, depuis plusieurs années, essayait de pousser les Cambodgiens à se responsabiliser par rapport à ce projet-là. Il y a maintenant pas mal d'anciens qui commencent à obtenir des postes dans Phnom Penh de plus en plus avancés, dans le commerce, dans la justice, etc., dans le business. Et donc, il y a une association des anciens élèves et il essaie de les sensibiliser pour que ces anciens participent aussi de plus en plus au financement de l'école. Et alors, on voit dans ce film, on voit en fait beaucoup la famille adoptive. Hein. Qu'en est-il de la famille des enfants français, en fait, qui sont grands? Est-ce qu'ils ont soutenu le film? Est-ce qu'ils sont très actifs dans PSE? Est-ce que vous pouvez nous dire Oui, alors c'est vrai qu'on les voit. Je reviens pas sur eux à la fin du film parce que je suis pleinement en fait dans cette histoire que je disais tout à l'heure de lien qui s'est établi entre les enfants et eux. Donc si je revenais en fait à leurs enfants biologiques, ça cassait justement cette émotion que je recherchais. Mais j'aurais pu, parce qu'en fait, les enfants, ils sont là. Alors, quand Christian et Marie-France sont partis, ils étaient déjà grands. Le dernier, il avait 22-23 ans, à peu près. Et donc, ils ont tous validé, on va dire, l'investissement de Christian et Marie-France. C'est-à-dire que je leur ai demandé, ils m'ont dit, mais quand nos parents nous ont demandé si ça ne nous gênait pas qu'ils s'investissent au Cambodge, bien évidemment, on leur a dit oui, parce qu'on les voyait mal quand même passer leur retraite dans un petit appartement de Meudon, quoi, après ce qu'ils avaient vécu ensemble, etc. Et donc, ils ont validé ça. Après, Christian et Marie-France, leur force, mais il y a aussi un revers à la médaille, c'est-à-dire que leur force, c'est quand ils s'investissent pleinement. Moi, c'est ça que j'admire, quoi. Quand ils ont une idée, et ça, c'est aussi issu de leur complémentarité, j'espère que vous l'avez senti, parce que cette histoire-là, elle s'est aussi bâtie sur leur complémentarité. Et c'est un couple qui a une complémentarité absolument incroyable, sidérante, et qui a fait que ça a marché. Christian, c'est celui qui parle, qui imagine, et qui rêve beaucoup. Mais sans Marie-France, il serait resté dans ses rêves. Et Marie-France, elle a moins confiance en elle, donc elle n'ose pas, peut-être, elle n'oserait pas aller forcément vivre pleinement ses rêves, mais par contre, elle savait saisir ceux de Christian, se les approprier et agir tout de suite, là, maintenant, à la minute. Quand Christian émet une idée, vous avez Marie-France qui dit, bon, alors on commence comment? On fait ça, ça, ça et ça, ça, de manière très précise et très directe. Voilà, donc c'est vraiment l'histoire d'une complémentarité, mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Sur la famille française, ah oui, voilà, sur les enfants. On voit leur nom à plusieurs reprises. Ouais. Et donc, quand ils s'investissent pleinement, et quand ils se sont investis au Cambodge, quand ils ont rencontré ces enfants sur la décharge, leur vie, du jour au lendemain, elle était là. Et du coup, forcément, leurs enfants se sont devenus les enfants du Cambodge. Donc, il y a eu un espèce quand même de transfert affectif très puissant envers ces enfants-là.
Et forcément, ça a été un peu une séparation aussi avec leurs enfants biologiques. Et eux, ça n'a pas été forcément... Alors, ils avaient tous leur vie qui était en dehors du Cambodge. Et ça n'a pas été forcément facile quand eux ont eu à leur tour des enfants et que les petits-enfants, en fait, avaient leurs grands-parents qui étaient loin. Voilà. Mais par contre, ils n'ont jamais remis en cause le choix de leurs parents qu'ils accompagnaient. Et ils faisaient tous des voyages régulièrement au Cambodge, quand même, pour suivre le projet de leurs parents et s'investir chacun à leur manière. Voilà. Et là, ils ont vécu plusieurs années après, à nouveau, un fort rapprochement tous ensemble, parce que Christian et Marie-France, se désinvestissant justement progressivement des grosses responsabilités de l'école, ils ont eu aussi plus de temps pour se retrouver un petit peu leurs propres enfants. Oui, on peut peut-être également citer François-Hugues de Vaumas qui vous a accompagné dans ce projet, parce que c'est quand même aussi, il y a beaucoup d'histoires d'amitié, de fraternité, hein, dans même la construction de ce film. Donc peut-être, bon, il n'a pas pu venir ce soir, mais peut-être nous dire deux mots de cette association aussi, puisque vous êtes tous les deux producteurs du film. Oui, développer des projets comme ça, oui, ce sont des aventures de production particulières et il faut être vraiment, quand on s'associe avec quelqu'un, il faut vraiment être dans avec le même point de mire en fait, et avec la même idée. Et moi, j'ai mon associé François-Hugues de Vaumas, on est deux associés dans notre production, à l'OS Productions, et c'est un ami d'enfance en fait. On était au CP ensemble. Et on est comme des frères et on s'est mis... oui, on est... Ah, tu nous trouves différents. On est un peu complémentaires aussi. On n'est pas mariés femmes, mais on est quand même complémentaires. Non, et voilà, c'est à la fois une très belle histoire d'amitié et qui débouche aussi sur une aventure professionnelle. Mais on a eu vraiment la grande chance aussi, parce que ce qui a été très compliqué dans ce projet-là, c'est qu'on ne voulait pas rester seul dans notre coin. On avait besoin de s'associer avec d'autres producteurs pour pouvoir élargir un peu le spectre de notre réseau, etc., parce que c'est beaucoup une affaire de réseau. Et on a eu la chance de travailler avec Bonne Pioche, Yves Darondeau. Yves Darondeau, c'est lui qui a produit La Marche de l'Empereur, vous connaissez, voilà, avec les pingouins. Et aussi Il était une forêt, Le Renard et l'Enfant, voilà, et c'est lui qui a découvert Antoine de Maximi, J'irai dormir chez vous, vous connaissez, et c'est lui qui a produit aussi les premières émissions de Rendez-vous Inter-Inconnus avec Frédéric Lopez. Voilà, et c'est quelqu'un qui s'est tout de suite investi en fait en cours de tournage. Il est venu et il s'est investi dans le projet à fond, et là aussi c'est une très belle aventure de production parce que c'est un producteur qui n'est pas un producteur dans le sens administratif du terme, mais qui s'investit aussi sur le côté artistique tout en n'étant pas trop intrusif. Et ça a été là aussi une très belle complémentarité. Bon, ben, je vais vous remercier tous, et puis on va souhaiter Vous n'avez pas de questions dans le public? Ben, je sens que là, la salle commence peut-être un peu à se fatiguer. Si. Oui. Le contexte au Cambodge, quels étaient leurs liens avec les autorités locales? Est-ce qu'ils sont soutenus par les autorités ou est-ce qu'ils ont dû faire un peu à l'insu, voire à l'encontre des autorités locales? Oui, c'est intéressant parce qu'on pose effectivement souvent cette question-là. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que en montant ce projet-là, ils ne se sont jamais substitués aux responsabilités d'État, aux responsabilités du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais voulu faire un système éducatif qui soit une substitution au système éducatif cambodgien. En fait, ce qui se passait au Cambodge, c'est que l'État est tellement pauvre que les salaires sont extrêmement... Alors maintenant, ça commence à augmenter, mais les salaires étaient extrêmement bas. Et du coup, les professeurs, pour vivre, ils étaient obligés de demander aux élèves de participer aux études. Donc c'est un peu du racket, mais ils n'avaient pas le choix. Donc les élèves dans les écoles devaient tous donner chaque jour ou chaque semaine un peu d'argent à leurs professeurs pour aller à l'école. Et les enfants dans une situation de pauvreté extrême, ils ne peuvent pas donner le moindre sou à leurs enseignants. Et c'était le cas sur la décharge à ordures de Phnom Penh. Donc ces enfants-là, tout simplement, ne vont pas à l'école. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de possibilité pour eux. Donc quand Christian et Marie-France sont arrivés, ils ont créé une école
pour ces enfants-là, donc une école entièrement gratuite, en donnant des compensations, vous l'avez vu, aux familles, parce que mettre un enfant à l'école, c'était un manque à gagner, et c'est toujours un manque à gagner pour la famille qu'il faut compenser d'une manière ou d'une autre. Là, c'est en donnant du riz. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont pu mettre les enfants à l'école. Alors, dans le centre, les enfants font 2 années en une, c'est-à-dire que c'est du rattrapage. Donc, ils font 2 années en une, et une fois qu'ils ont rattrapé le niveau normal, ils sont envoyés dans les écoles publiques. Donc, la plupart des élèves en fait, de PSE ne sont pas tous dans le centre, ils sont il y en a à peu près 3000, 4000 qui sont dans les écoles publiques environnantes, et PSE paye leurs frais de scolarité et aussi aide pour la rénovation des bâtiments, etc., etc. Voilà, et en fait, ce système de rattrapage a été fait en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, si bien qu'aujourd'hui, il est en train d'être répliqué dans tout le Cambodge. Ça sert de modèle qui est répliqué dans le Cambodge. Voilà, donc il y a quand même une collaboration qui existe, qui est très importante, et puis PSE collabore aussi avec le ministère des Affaires sociales, collabore avec le tribunal, collabore avec les services de police. Donc c'est une institution qui est très, très reconnue par le Cambodge aujourd'hui, et ce n'est pas pour rien que Christian et Marie-France ont reçu la plus haute distinction de la part du roi et de la reine-mère du Cambodge. Voilà. Il y a un truc que tu dis pas, c'est que le Cambodge, c'est un pays qui est malheureusement hyper corrompu, où Christian nous racontait un soir, une partie des élèves de PSE qui ont leur bac étaient un peu conspués par les autres élèves qui, eux, avaient leur bac, mais en fait, ils le payaient. Et ce qu'il nous racontait un soir, que moi je trouvais que c'est assez flagrant sur le pays, c'est les rouages de l'État sont faits de telle manière que, disons que il faut impérativement qu'il y ait un coût, disons un bac chiche, quoi, enfin, simplement comme ça, qui se fasse pour avoir un diplôme, pour avoir un boulot. Donc c'est vrai que ce que nous racontait Christian un soir, c'était que les élèves sortant de PSE avaient une aura, mais aussi étaient mal vus parce qu'ils étaient aussi très forts. Et ils étaient effectivement meilleurs que les autres. 100% de réussite au bac. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un truc qui était gênant pour Christian, parce que bon, pour lui, c'est normal. Enfin, voilà, les élèves sont bons, les élèves ont une réussite, et c'est bon, voilà. Il nous a aussi souvent raconté qu'il avait des fois des coups de fil de hauts dignitaires de l'État ou des gens haut placés ou très riches qui voulaient que leurs enfants rentrent dans l'école. Voilà. Et il disait, non, c'est pas une école pour vous. C'est une école pour les gens qui n'ont pas d'argent. Enfin, même c'est même pas d'argent, parce que je pense que quand on dit pas d'argent au Cambodge, enfin quand on sait même pas ce que c'est ici, quoi. Donc, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont très pauvres ici, mais c'est quand même, on voit dans le film, c'est très bien montré, mais on a fait une scène qui est malheureusement pas montée dans le film parce qu'il fallait que sinon c'était pas trop long, où on a filmé tous les gens du service social allant chercher les enfants la nuit dans les rues. C'est-à-dire qu'on était sûr de les trouver, donc on allait et on suivait les assistantes sociales, les assistants et on a filmé cette scène. Et donc c'est vraiment une école pour les plus pauvres que pauvres, quoi. Il n'y a pas de gens, voilà, c'est pas une école privée, voilà, comme d'élite qu'on peut trouver ici. Et bon, c'est comme c'est 100% de réussite au bac. Oui, enfin samedi qu'on voit dans le film, est un des exemples justement de cette réussite, je dirais, de par le diplôme. Hein. Bon, ayant fait deux formations en même temps, qui lui-même travaille et a réintégré PSE. Je ne sais pas si ce sera sa future. Enfin, en tout cas, moi, c'est plutôt Lakena, à mon avis, qui sera la future directrice un de ces jours. J'espère, en tout cas, parce que je pense qu'elle a les capacités et la connaissance de tout ça. Non, mais Samedi et sa sœur, mais Samedi, je trouve, c'est un garçon qui a les pieds sur terre, la tête bien faite, et qui me semble être un bon exemple. Donc, voilà. On va d'autres questions, sinon, non. Bah écoutez, moi je vous propose... Ah oui, pardon, si, au fond, pardon. Parce qu'il faut toujours un laps de temps, le temps de vous repérer. Là, voilà, parce que la salle est sombre. Le micro arrive. Oui, est-ce qu'il
n'entend pas. Excusez-moi, je voulais juste savoir si sur place, les enfants que vous avez filmés et toute l'école ont eu la chance de voir le film et quel en a été leur ressenti. Oui, on a fait en fait on a fait une projection d'avant-première à Phnom Penh avec la présence de la reine-mère. Et ça a été un moment très fort. Il y avait pas mal d'autorités, de ministres qui étaient là, etc. Et des élèves qui étaient là aussi. Et ça a été un moment assez bouleversant. La reine a été extrêmement touchée, émue, marquée. Elle m'a parlé longuement. Après, c'était marrant parce que quand la reine se lève, tout le monde se lève. Quand la reine s'assoit, tout le monde s'assoit. Donc elle s'est levée, tout le monde s'est levé. Et elle m'a parlé au moins presque 10 minutes. Et donc il y avait 500 personnes autour qui attendaient debout en disant « mais qu'est-ce qu'elle lui dit ?» Mais elle était extrêmement touchée et elle m'a dit il faut absolument que ce film soit vu au Cambodge, il faut absolument que ce film soit vu en France aussi. Et on a fait une sortie au cinéma au Cambodge qui était un peu confidentielle parce que communiquer sur un film documentaire au cinéma au Cambodge, c'est un peu compliqué. Mais après, Christian est décédé malheureusement, mais ça a créé une émotion très forte au Cambodge parce que Christian est une figure très respectée là-bas, connue, et pour son engagement. Et du coup, les gens ont été extrêmement touchés, les jeunes surtout. Donc ça a énormément communiqué sur les réseaux sociaux, ça a énormément tourné. Et donc tout le monde avait pris connaissance du coup du film en disant mais où est-ce qu'on peut voir ce film et tout. Donc là, on est en train de refaire en fait une sortie au Cambodge avec des projections régulières pour que un peu sur le temps les Cambodgiens puissent aussi bénéficier de ce film-là. Voilà. Ok, bon, bah, cette fois-ci c'est la bonne. Je voulais remercier le Festival Atmosphère d'avoir sélectionné tout de même les pépites. Merci. Parce que je trouve que c'est vrai que les pépites, c'est typiquement voilà, une expérience, un partage sur des choses qu'on peut faire, voilà, une intelligence du cœur, le bon sens. Et donc je crois que ça inspire pour ce qui se passe là-bas, mais aussi beaucoup pour nos pays, je crois, hein, pour l'Europe, pour ce qui se passe. Et puis je crois que on ressort de ce film avec l'envie de faire et faire, quels que soient nos âges. J'ai beaucoup aimé ce soir parce qu'il y avait des jeunes, des moins jeunes. Et donc voilà, je trouve que c'est encourageant. Merci d'avoir fait la sélection de ce film au Festival Atmosphère.